Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors attends, il y a peut-être pas le son de ta voix et je pense que là c'est bon. Là, il faut que je parle? Là, voilà, c'est tout bon normalement. OK, On est bon. parfait. Salut tout le monde, salut Denis. Eh ben écoute, on est vraiment je suis ravi et je pense que le plaisir est partagé. Du moins je OK. l'espère, mais normalement bien sûr que oui. Pour parler du coup de cet ouvrage-ci que je montre tout de suite à l'écran. Où va l'argent des pauvres? Écrit par Denis Colombi, c'est édité chez Payot, si je dis pas de bêtises. C'est C'est ça. ça. Superbe ouvrage de à peu près 350 pages. Écrit, alors moi je l'ai relu récemment justement pour pouvoir, préparer un peu, ce qu'on allait se dire aujourd'hui. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est écrit avec une grande clarté et ça, c'est quand même pas rien, hein, pour ce genre de bouquin. Donc il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est dit de manière si claire que ça paraît limpide. L'évolution de l'argumentation et puis la construction des chapitres et cetera. Donc c'est un vrai plaisir à lire. Je pense qu'il faut ne surtout pas oublier ça, hein. Le plaisir de lire, c'est aussi important, même en sciences sociales. Je pense que voilà, on peut parfois expliquer des choses, complexes ou pas forcément d'ailleurs, mais de manière claire et tu le fais fort bien. Et donc tout le monde te dit bonjour dans le chat, hein. Voilà, ça c'est pour ton Mmh. information. Il y a plusieurs personnes qui Oui, te parce que je saluent. le vois pas le chat, donc Mais t'inquiète pas, ça c'est je m'en occupe et s'il y a des questions, je les prendrai. Donc la construction, si ça te va, peut-être que, bah, je vais te laisser te présenter déjà un petit peu toi et puis peut-être aussi ce que tu fais et le bouquin. Après on discutera un peu de ce qu'il y a dedans et puis si ça te va, on prendra un petit temps à la fin de questions avec le chat. Si ça te va très comme bien, ça? ça Super. me va. Et bah, allez, je te laisse tout de suite te présenter si ça te va. Alors, bonjour. Moi, je suis professeur de sciences économiques et sociales depuis maintenant un certain temps et je fais aussi de la vulgarisation de la sociologie depuis, également un certain temps puisque j'ai commencé les 2 activités en même temps, donc depuis 2007. Sur mon blog qui s'appelle Une heure de peine, alors qui à ce moment est pas alimenté, pas trop alimenté parce que justement depuis j'ai cherché de façon de vulgariser, donc j'ai fait ce bouquin et je suis en train d'en écrire un deuxième, donc ça me prend un peu de temps. L'idée à ce livre, c'est en fait enfin, c'est né de double souci. Le premier souci, c'est peut-être plutôt une irritation par rapport à certains discours récurrents vis-à-vis de la pauvreté, vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis surtout de la question de l'argent, avec cette proposition récurrente de verser les cents aux pauvres sous forme de bons d'achat. Mmh. Voilà, tu as déjà trait au maximum en fait, les utilisations possibles des revenus d'assistance par les pauvres. Ça revient très souvent Mmh. et il me semblait que c'était assez en contradiction avec ce que nous montre la sociologie économique, notamment sur l'utilisation de l'argent, l'utilisation des revenus et notamment les pratiques de gestion et de consommation des classes populaires. Mmh. Donc, le livre était déjà parti de cette volonté un peu de rétablir des connaissances un peu plus solides sur cette question-là pour pouvoir, à défaut de pouvoir proposer une solution intégrale à la pauvreté, au moins qu'on parte sur des bases un peu plus solides sur les connaissances disponibles plutôt que de parler, comme c'est souvent le cas, uniquement de prénotions Curtain. En tout cas, on parle à partir des cités que l'on se fait sur la pauvreté plutôt que sur les données et les savoirs que l'on a sur la pauvreté et qui Mmh. existent. Une Et qui existent prénotion, du parce coup, que c'est c'est. déjà quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est une prénotion? Parce que pour les non-sociologues parmi nous, c'est pas forcément évident, je pense. Alors, une prénotion, c'est un terme qui vient d'Émile Durkheim, donc le fondateur de la sociologie en France, plus largement un peu partout, puisqu'il a une influence vraiment mondiale. En général, on réfléchit sur le monde, on a des cités préconçues sur le monde, ce que Durkheim appelle des prénotions. Et il fait remarquer que le plus souvent, on réfléchit aux problèmes, on réfléchit aux choses, non pas en s'appuyant sur la réalité de ces objets, mais en s'appuyant sur les cités que l'on a dessus, ce qui fait qu'on en vient à discuter plutôt de ces cités-là, plutôt que sur les objets eux-mêmes. Mmh. Ce qui applique pour la sociologie de commencer par redéfinir ces objets et d'essayer de les s'approcher aussi au plat empirique
de la façon la plus concrète et la plus réaliste possible. Donc, par exemple, sur la pauvreté, finalement, tout le monde a une idée de ce qu'est la pauvreté, parce qu'on a vu tes films, on a lu tes livres, on a Rencontrer des gens. lu des reportages, on voit des gens à la rue qui sont pauvres, qu'on suppose être pauvres. Et donc, on a beaucoup d'idées dessus, on a tendance à parler plutôt de ces cités-là, plutôt que de la réalité. Il y a eu un exemple vraiment très récent là, à l'actualité, puisque c'était hier, une réaction de Gérard Darmanin à une politique de la ville de Lyon, si je ne dis pas de bêtises, de servir uniquement d'aller cantines scolaires pendant un certain temps, un seul repas commun à tous les SAFA, plutôt que de proposer un choix. Et ils ont fait le choix de servir un repas Saviade pour éviter les problèmes de préférence à la fois politique et religieuse, respecter toutes les croyances et toutes les options. Bon. Et Gérard Darmanin a réagi à ça en disant oui, mais les plus pauvres, en fait, c'est les SAFA de ménages pauvres, et ben, ils seront plus de viande et chez eux, ils ne s'en mangent pas. Et c'est une idée, effectivement, qui est extrêmement courante sur la pauvreté en se représente. La pauvreté, les pauvres doivent se priver de choses qui sont désirables. La viande, c'est désirable, c'est bien, donc les pauvres sont privés. Sauf que quand on se retourne vers les statistiques, on sera tout à fait les pauvres consomment plus de viande que les cadres, les ouvriers, les ménages populaires consomment plus de viande que les ménages favorisés. Et il faut bien alors redéfinir à la fois les représentations qu'on a de l'objet, mais aussi la définition même de l'objet, parce qu'on a tendance à se dire on est pauvre si on ne mange pas de viande, et en fait, c'est pas ça, être pauvre. Et faut le Justement, redéfinir. ça nous amène au premier point peut-être, justement. Du coup, Oui. c'est quoi, ça veut dire quoi être pauvre? Parce que, alors tu as vu, il y a eu une petite discussion sur les classes moyennes récemment, à partir de ce qu'avait dit Bérou, on avait rediscuté sur cette chaîne d'ailleurs. Ça veut dire quoi être une classe moyenne? Bon, évidemment, c'est très compliqué, mais de la même manière, ça veut dire quoi être pauvre? Là aussi, il y a des vraies difficultés, hein, pour, savoir de quoi on parle et du coup, tu l'expliques un peu, dès le début de ton bouquin, un peu pour situer l'objet de quoi on parle. Est-ce que tu pourrais justement nous dire alors ce que serait une bonne définition de ce que ça veut dire la pauvreté, être pauvre, etc. Alors, déjà, je dirais qu'il n'y a peut-être pas une bonne définition. Il y a des bonnes définitions en fonction des problèmes que l'on veut régler, des questions que l'on se pose. La pauvreté, à gros, on peut la définir de deux façons. La première, c'est de la voir comme étant une situation économique de privation matérielle. Et c'est la dimension sur laquelle j'essaie de mettre le plus l'accent dans le livre. C'est déjà pas facile quand on dit ça. La pauvreté, c'est une situation de privation matérielle. On se pose la question de qu'est-ce que cette privation? On peut la définir relativement. Par exemple, on va dire les pauvres, c'est les 10% les plus pauvres, ou les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est défini à 60% ou 50% ou 40% selon les cas du revenu médian. On peut aussi essayer de mesurer cette privation matérielle en fonction d'une norme, de voir si les gens ont accès, par exemple, à un logement, quelle taille de logement, est-ce qu'ils peuvent se nourrir correctement, etc., etc. Donc, se passer sur un critère un peu différent. Mais d'autre part, la pauvreté, en même temps, c'est pas que ça. Et sociologiquement, ça peut pas être que ça. Dans le sens où des personnes qui sont objectivement pauvres du point de vue des revenus économiques ne seront pas forcément considérées comme pauvres du point de vue social, c'est-à-dire ne seront pas reconnues, ne seront pas traitées comme pauvres. Le essai de ça que je prends dans le livre, c'est les intermittents du spectacle. Et même pour être plus précis, on peut parler d'un certain nombre de travailleurs du secteur de la mode, dans laquelle il y a des situations de pauvreté, des personnes qui vivent avec des revenus extrêmement faibles, extrêmement précaires, mais qui ne sont pas forcément considérés comme pauvres. Et ce qui présente pour un avantage de ne pas être considéré comme pauvre, c'est que parce qu'on ne les stigmatise pas de la sorte, on va par exemple accepter plus facilement qu'ils aient accès à un régime spécial de sécurité sociale, de protection contre les périodes de chômage. Voilà. Qu'on ne tolérerait pas ou qu'on ne tolère pas pour d'autres catégories.
Parce que eux, justement, ne sont pas vus. On dit, ben voilà, les 7 ermitages du spectacle, s'ils sont à cette situation-là, c'est pas tes vrais pauvres, c'est une nécessité étant donné les conditions de la production de spectacles et de création culturelle. Donc, on accepte, on ne les définit pas comme état pauvres, et du coup, on accepte de les citer finalement plus que ce qu'on accepterait ça toutes si on les dessinait comme pauvres. Le même débat a lieu actuellement sur les étudiants, finalement, savoir si les étudiants, les jeunes étudiants, sont des pauvres ou pas, et si on doit accepter de les citer ou pas. Donc, il y a toujours une partie qui est aussi de l'ordre de l'étiquetage, de la définition, de la labellisation, de la stigmatisation des populations. Et c'est lorsqu'on est, les deux aspects se nourrissent largement. Lorsqu'on est dans une situation stigmatisée, c'est plus difficile d'avoir accès à un certain nombre de revenus, y compris des revenus d'assistance, par exemple. Dans les deux cas, en tout cas, la pauvreté, on peut la définir avec le sociologue Simmel comme étant une situation de dépendance. On dépend des centres. On a dépend soit matériellement, parce qu'on dépend de revenus d'assistance, par exemple, ou de la charité, ou on dépend des centres du point de vue de la définition de soi que l'on peut donner. La situation des pauvres, des classes populaires, c'est souvent que ce sont les autres, que ce sont les pouvoirs publics, que ce sont les autres classes sociales, les autres catégories sociales qui vont avoir le pouvoir de les définir comme état pauvre ou pas pauvre, comme état respectable, pas respectable, et de définir ainsi ce à quoi elles seront accès. Ça se traduit notamment parce que j'essaie de travailler également dans le livre, on a une espèce de définition entre ce qui est, on a dans nos représentations communes, dans nos prénotions, pour reprendre le terme que je disais tout à l'heure, l'idée qu'il y a les bons pauvres, ceux qui sont méritants et que l'on va accepter d'être, et il y a les mauvais pauvres, ceux qui le sont pour des mauvaises raisons et qu'on ne doit pas être. Et la distinction entre les deux, elle n'appartient jamais aux pauvres, elle appartient toujours au centre. Savoir si je suis un bon pauvre ou un mauvais pauvre, c'est pas moi qui peux le décider, c'est toujours les autres. Et c'est cette situation de dépendance, c'est une situation de dépendance à la fois matérielle et sociale qui définissent à tout le mieux l'expérience de la pauvreté. Ça me paraît être une très bonne définition, hein, de repartir du point de vue matériel et en même temps, du coup, une notion d'altérité, quoi, hein. Le regard des autres, c'est ça qui définit le fait parce qu'on se vit pas forcément non plus comme pauvre, on est, comme Oui, tu le dis, d'une certaine façon stigmatisé comme tel. Et alors, je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire sur, un peu comme dans le fameux sketch des, comment s'appelle-t-il? Des inconnus sur les bons et les mauvais chasseurs. Il y aurait aussi, du coup, des bons et des mauvais pauvres. Donc, tu viens de le dire, c'est même aussi la logique oui, de la façon dont fonctionne l'assistance aujourd'hui. On pourra même rediscuter sur la fin, si tu veux, du revenu universel d'activité, qui était un peu le projet du gouvernement qui est mis un peu en stand-by là. Et cette idée qu'il y aurait du coup une bonne catégorie, c'est ceux qui veulent s'en sortir. Et puis de l'autre côté, une mauvaise, c'est ceux qui du coup, bah voilà, font rien, ils sont feignants, tout ça. Enfin, on connaît un peu les classiques, on est sur le même registre aussi que oui. ce qu'on peut avoir sur l'assurance chômage. Est-ce que tu pourrais juste nous dire d'où ça vient, cette espèce de logique là, de définir les bons, les mauvais, comment est-ce que, dans quelle histoire un peu ça s'inscrit? Alors, ça a une assez longue histoire, mais ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'à la fois, effectivement, on va définir généralement le pauvre comme celui qui veut s'en sortir, et en même temps, le pauvre doit être aussi suffisamment en difficulté pour être vraiment pauvre. Parce que s'il n'apparaît pas comme état suffisamment miséreux, eh ben, il n'est pas vraiment pauvre. Je me souviens, je le cite aussi à l'ouvrage, hein. C'est un article qu'avait publié Le Monde au début des Gilets jaunes sur un couple de Gilets jaunes. Ils avaient trois SAFA ou quatre AFA, je ne sais plus maintenant. L'épouse ne travaillait pas. Le mari, lui, avait un emploi, il était à peine au-dessus du SMIC. Et beaucoup de réactions, à tel point qu'il y avait beaucoup de réactions très négatives, à tel point que le journal avait dû publier un article analysant ces réactions, qui disait ouais, mais ils ne sont pas vraiment pauvres, ils peuvent payer tes vêtements de marque à leurs enfants, voilà, l'épouse ne travaille pas, si c'était vraiment pauvre, elle devrait travailler. Donc on est à ce paradoxe où pour être un bon pauvre, il faut à la fois vouloir s'en sortir et en même temps être suffisamment à difficulté. Et évidemment, c'est totalement intenable. Et c'est pour ça qu'on est toujours tes patates, tu regardes l'autre, parce que ça dépend
en fait, tes sortes de savoir si ils vont vous considérer comme suffisamment misérable ou comme suffisamment désireux de vous en sortir. C'est pas le comportement des pauvres qui atroce, c'est la réaction des autres. C'est une généalogie assez lente. On peut, à simplifier un peu l'histoire, au Moyen-Âge, au moins pendant un premier tas du Moyen-Âge, la pauvreté était plutôt valorisée du point de vue de la religion. Le pauvre, il y avait les sortes en matière, évidemment. Jésus, voilà, fait aussi des apologies de la pauvreté. On a toutes sortes de passages dans la Bible qui nous disent que la richesse est finalement ce qui vous torturera à l'affaire, etc. Donc la pauvreté était plutôt valorisée. Et les saint-Tichin, qui étaient plutôt définis par le handicap et la vieillesse, étaient un peu à la charge des communautés, des villages, des familles, et progressivement ont été pris à charge également par l'Église. Ça se modifie au fur et à mesure, tout au long du Moyen-Âge, et ça va conduire en fait à une redéfinition justement de la perception de la pauvreté. On va trouver cette distinction entre le bon pauvre qu'on va souhaiter aider, ça va être l'Étichin, ça va être le malade, ça va être le vieillard, et le mauvais pauvre qu'on ne va pas vouloir aider. Ça va être plutôt le vagabond. Et on va se trouver alors avec deux attitudes dominantes par rapport à la pauvreté. Soit c'est la pitié et la potasse, c'est l'historien Jérémeth, si je ne me trompe pas. C'est le titre de son ouvrage où il analyse la construction de ces deux attitudes. À la fois une condamnation de la pauvreté perçue comme une menace et une pitié, une apathie vis-à-vis des pauvres, mais il faut que ce soit les pauvres. Et donc, on va avoir ce début de définition que on veut bien aider les pauvres, mais tu as telle condition. Ça va se recoupler avec la révolution industrielle au moment où finalement il faut le capitalisme naissant, l'industrie naissante va avoir besoin du maximum de force de travail. Il va falloir mettre au travail au maximum le maximum de personnes au travail pour nourrir les usines naissantes, pour nourrir les manufactures naissantes. Et on va alors avoir le début de cette définition négative du pauvre comme étant celui qu'il faut mettre au travail, et celui qu'il faut mettre au travail éventuellement par la force ou par la menace de la misère. Ouais, ça c'est vachement intéressant du coup ce petit détour historique parce que ça dit aussi quelque chose de ce qu'il en reste aujourd'hui, hein. Et ce discours-là, il a certainement pas disparu, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a toujours évidemment cette espèce d'idée que, d'une certaine façon, un peu comme dans alors pour faire un peu d'économie, mais dans la théorie néoclassique, du coup, les travailleurs sont toujours suspectés d'être des fainéants. On a un peu une extension de ça, hein. Celles et ceux qui seront du coup là les bénéficiaires des aides publiques sont aussi toujours réputés comme étant possiblement, déjà pour en faire n'importe quoi, et puis comme n'ayant pas envie de s'insérer, de s'intégrer, de consommer correctement, et cetera. Donc ça donne tout un tas de choses très intéressantes aujourd'hui. Oui, et ça en plus, c'est assez lié justement à l'extension de la pensée économique. L'un des ouvrages que je considère le plus important en général, pas que sur ces questions-là, c'est La grande transformation de Karl Polanyi, dans lequel il développe notamment l'idée que à partir d'Adam Smith à gros, on a commencé à considérer dans la passée en politique qu'il y a seulement deux véritables motivations qui méritaient le nom de motivation économique, et donc qui deviennent peu à peu les seules vraies motivations, c'est la motivation de la faim et la motivation du gain. Et du tout, on envisage comme façon de faire travailler les satellites seulement soit leur promettre de l'argent, soit les menacer par la misère. Et c'est ça aussi qui va conduire à considérer que à l'état un peu naturel, les personnes ne veulent pas travailler, elles sont forcément fainéantes par défaut, et il faut les motiver, soit en leur promettant de gagner vraiment beaucoup, et comme ça c'est difficile, le plus souvent en leur promettant la misère, alors à les menaçant de la misère. Ouais, non, ça c'est assez important. Et du coup, évidemment, ça conduit à tout un tas de discussions. Alors déjà, le premier élément, on a aujourd'hui ce qu'on appelle le revenu de solidarité active. Donc il y a bien cette notion active, hein, surtout
faire en sorte qu'il y ait bien une volonté derrière de retourner au travail. Il y a même une logique qui est profonde, qui est, il y a une raison politique, hein, qui fait que ce revenu de solidarité active, pardon, soit si faible. Il est aux alentours de 470 €, si j'ai pas de bêtises aujourd'hui, quelque chose comme ça. Mais du coup, avec l'idée que faut surtout pas qu'il soit plus élevé, sinon ça conduirait des gens à ne pas chercher correctement, à ne pas avoir la volonté de s'insérer. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant, là-dessus déjà, ne serait-ce que sur cet aspect-là, quoi. Oui, c'est toute cette thématique des trappes à pauvreté, en fait, en réalité, que donner de l'argent aux pauvres les maintient à la pauvreté. Et que quelque part, ils vont être corrompus par l'argent. L'idée de pouvoir corrupteur de l'argent, elle est ancienne. Elle se ramène aussi à la religion assez largement. Mais on continue à y croire, notamment pour les plus pauvres, et c'est aussi, parce si on leur donne de l'argent, ça va les plocher telle ouacité, ils ne vont pas vouloir travailler, ils ne vont pas vouloir faire d'efforts, etc., etc. Et donc, on est arrivé à cette idée de trappe à pauvreté, hein, qui a été finie par une partie de l'économie, qui est derrière le passage du RMI au RSA. C'est l'idée, si on donne des revenus trop importants aux personnes les plus pauvres, elles ne vont pas vouloir travailler parce qu'elles seront déjà en revenus. Pourquoi elles s'appelleraient à faire des efforts derrière? Et quelque part, on a aussi derrière une représentation du travail qui est finalement, on ne travaille pas pour faire quelque chose, on ne travaille pas pour s'insérer, on ne travaille pas pour avoir des relations avec les centres, on ne travaille pas pour produire, on travaille seulement pour survivre. Mmh. On travaille seulement pour le gain ou pour éviter la faim. Et toutes les sortes de motivations qui peuvent faire que les gens, effectivement, s'engagent à le travail, sont laissées de côté. Et pourtant, on sait bien, tu regardes même les manuels de management, ceux qui se tiennent à l'école de commerce et ailleurs, on sait bien que ça ne suffit pas de promettre de l'argent aux gens pour qu'ils travaillent avec efficacité. On sait bien que si on se contentait d'attendre des cadres, des managers, qu'ils travaillent pour leur salaire, ça ne serait pas efficace. Il faut leur promettre des gratifications, des choses excitantes, etc. Mais ça, on ne l'applique pas aux classes populaires. On ne l'applique pas aux plus pauvres. Pour eux, on ne leur promet justement, en cocitaire, qu'ils ne sont quelque part motivés, qu'ils ne sont quelque part que des homo economicus parfaits, qui cherchent à maximiser leur utilité, et que d'autres, s'ils sont l'occasion de ne pas travailler, ils le feront. Et Ouais, c'est c'est une ça. vision. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vision qui n'est pas cohérente, dans le sens où elle s'applique surtout à certaines catégories sociales et pas à toute la hiérarchie sociale. Ouais, C'est ouais. une vision assez particulière. On retrouve du coup la définition sociale de la pauvreté, puis il y a aussi cet argument moral, hein, de finalement l'assistanat et cetera. Alors moi, j'ai grandi dans une zone rurale, j'ai entendu ça toute ma vie, cette histoire de d'assistanat, voilà, de la comment dire ça? L'importance de l'effort et cetera. Et Mhm. puis il y a quelque chose qu'on retrouve même pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois, c'était une députée qui parlait: «On va quand même pas donner la béquée aux étudiants et cetera, ce qu'ils veulent, c'est s'en sortir, c'est pas la béquée». Il y a vraiment cette idée, hein, de, si on commence à «s'habituer» entre guillemets au luxe de l'assistanat, on n'en sortira jamais, quoi. Oui, oui, il y a cette idée que quelque part, c'est la misère qui va permettre de sortir de la misère. Eh oui, oui. Et quand on le formule comme ça, je pense que ce sera tout. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si ça marchait, s'il suffisait d'être en difficulté pour avoir envie de s'en sortir et s'en sortir, mais il n'y aurait plus de pauvres, par définition. Mmh. On voit bien que ça ne marche pas. Mais on a cette idée qu'effectivement, si on donne de l'argent aux gens, ils ne vont pas savoir le gérer. Ils ne vont pas être capables de le faire. Et on sous-estime ainsi crânement les efforts et le travail que demande la gestion de la pauvreté. Et c'est ce que j'essaie aussi de travailler dans le livre. C'est là où la sociologie économique a été particulièrement utile. Par sociologie économique, j'attends les sociologues qui travaillent sur des objets économiques et qui essayent de donner un autre éclairage que celui de la science économique et qui vont notamment avoir pour méthode d'aller voir sur le terrain
plutôt que de passer comment réfléchissent les pauvres, à partir de quel seuil leur utilité marginale est supérieure, etc. On va aller voir simplement comment les gens gèrent leur argent. On va aller voir qu'est-ce qu'ils font. Et lorsqu'on le fait, lorsque les sociologues le font, ce qui se raconte, c'est qu'en fait, ça te met beaucoup d'énergie, ça te met beaucoup de soin, ça te met beaucoup de compétences de gérer tes budgets de petit ampleur. Ça te met tes capacités de gestion qui sont extrêmement importantes. Et que forcément, tout le monde n'a pas, ce qui fait qu'un certain nombre de tes personnes, déjà, même en ayant une gestion parfaite, ne pourraient pas s'en sortir, mais parce qu'on est tous des êtres faillibles, et ben, une certaine nombre d'entre eux ont encore plus cette difficulté. Ouais, complètement. Et donc, la question, le problème qui identifie la sociologie et que j'essaie de mettre en avant, c'est que la pauvreté, c'est pas une conséquence. Comme on le passe souvent finalement, on se dit pourquoi les chats sont pauvres? Ah ben c'est parce que on les a trop assistés. Ah c'est parce que ils matchent de culture, ils matchent d'éducation, ils sont pas fait d'études. Ah c'est parce que ils font pas d'efforts, ils savent pas gérer, ils savent pas épargner. Et en fait, moi, ce que j'essaye de montrer, mais en appuyant, c'est la simple chat sociologique qui montre ça, c'est assez social, c'est que la pauvreté t'apporte une cause. C'est-à-dire, pourquoi on gère les revenus d'une certaine façon? Parce qu'on est pauvre. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'études? Parce qu'on est pauvre. Pourquoi est-ce qu'on ne se lasse? Pourquoi on n'épargne pas? Parce qu'on est pauvre. C'est la pauvreté qui cause ces comportements-là, alors qu'on a tendance à les voir comme état la cause de la pauvreté. C'est de montrer qu'il faut inverser notre représentation du monde, inverser la causalité qui nous vient spontanément à l'esprit, et que c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe. C'est vrai que c'est vachement intéressant ce que tu dis de dire, c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ne savent pas gérer. Et enfin pardon, non, c'est pas parce qu'ils ne savent pas gérer qu'ils sont pauvres, c'est l'inverse quoi. Ou c'est parce qu'ils Voilà. sont pauvres qu'ils sont incapables de gérer. Parce que être pauvre de fait, ça empêche même toute bonne gestion dans l'absolu. Même si on était parfait, on ne pourrait pas sortir de la pauvreté quoi. C'est ça ce que tu dis? Voilà, c'est pas de ça empêche, mais c'est de ça la raille irrationnelle. Mais c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a des personnes, alors c'est une étude du Crétot, c'est pour les 10% les plus pauvres de la population française. Lorsqu'on retire de leurs revenus les dépenses précachées que sont le loyer, que sont les abonnements, les assurances, les choses comme ça. Et lorsqu'on retire les dépenses inévitables, je ne retrouve plus maintenant, là, je l'ai sur le bout de la latte, le terme technique, c'est pas dépenses inévitables, mais ça comporte dépenses contraintes, voilà. L'alimentation et des choses comme ça. On ne peut pas se faire. Il en reste 80 € en moyenne, 80 € pour l'épargne, l'habillement, les loisirs et quelques autres choses. 80 € en moyenne. Ça veut dire qu'une fois qu'on enlève le loyer, les dépenses pour la voiture, etc., pour tout ce que fait les assurances, les dépenses contraintes, donc ce qui reste dans ce qu'on appelle aussi en économie le revenu arbitrable, celui avec lequel on peut faire ce qu'on veut, il reste, tu dis en moyenne 80 €. Oui. Et c'est pour quel type de population? Rappelle-moi juste pour celles et ceux qui sont... C'est les 10% les plus pauvres. Pour les 10% les plus pauvres. C'est ahurissant, ça. Et lorsqu'on se dit c'est 80%, alors c'est pas le revenu arbitrable exactement au sas de l'INSEE, mais c'est parce que l'INSEE retire uniquement les dépenses prêts à cacher, les dépenses contraintes. Voilà. La référence à la tête du Crétoc est à le livre de toute façon. 80 €, c'est vraiment pas très chose. Même si les personnes arrivaient à épargner ces 80 € chaque mois, sous l'hypothèse qu'ils sont effectivement ces 80 €, certains au moins, en admettant qu'ils arrivent à épargner ça, c'est-à-dire à se priver de loisirs, d'habillement, pour mettre ça de côté pendant un an. Au bout d'un an, ils seront peut-être de quoi payer un mois de loyer, 2 mois de loyer. Au bout de combien d'années de privation pourrait-il espérer sortir de la pauvreté? Il faudrait plusieurs centaines d'années. Il faut très, très longtemps. Et en plus, c'est sous réserve qu'effectivement, c'est ces 80 € sous les mois, parce qu'il suffit d'un accident, il suffit d'un problème, il suffit d'une facture qu'on n'avait pas prévue, il suffit du logement qui s'abîme un peu. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir la lever. Il suffit d'une période de chômage et on ne l'a plus.
Parce que Ouais. là, et lorsqu'on tient ça à toute, on se dit peut-être, si on se met à la place de ces personnes, on se dit peut-être, ben, à un moment donné, avec ces 80 euros ou c'est un peu plus que je suis arrivé à épargner sur une deux fois, au lieu d'épargner pour me dire, ah, ben, si j'ai une difficulté, je mets ça de côté, ben, peut-être que je vais aller me payer un écran plat ou une paire de baskets ou un iPhone parce que ça me fait à vie et qu'à un moment, j'en ai à vie. Et tu aurais fait une dépasse dont on se dit comme ça, oui, ben, si j'étais pauvre, je ne le ferais pas parce que c'est complètement irrationnel de le faire. Et en fait, lorsqu'on est dans une situation de pauvreté comme ça, on sait que de toute façon, même à ça, pour tout effort, même à se priver pendant longtemps, on ne s'en sortira pas plus. Pourquoi ne pas se permettre, à partir de là, ben justement, une dépasse exceptionnelle, inutile, pour au moins s'accorder ce plaisir-là et relâcher pendant quelques temps, peut-être quelques heures, quelques jours, la retraite de la pauvreté. Ça devient en fait parfaitement rationnel. Ouais, La ça, tu pauvreté le dis très bien dans le produit un livre, hein. comportement. Pardon. Tu reprends l'exemple de Matthew, Desmond, si j'ai pas de bêtises, sur l'exemple Oui, de la reine et je trouve que cette citation est vraiment pas mal. La reine était pauvre non, pardon. Pour beaucoup de gens, écrit-il, la reine était pauvre parce qu'elle jetait son argent par les fenêtres, mais l'inverse était en fait beaucoup plus proche de la réalité. Elle jetait son argent par les fenêtres parce qu'elle était pauvre. Et ça, je trouve que c'est très fort en fait comme phrase, hein, sur le rapport aussi qu'on passe notre temps nous à disséquer chaque rentrée scolaire. On regarde si l'aide de rentrée scolaire est bien utilisée pour les fournitures et pas pour autre chose, etc. Il y a rien qui passionne plus les éditorialistes que justement ce que les pauvres font de l'argent entre guillemets, puisque c'est comme si nous on leur donnait et que c'était un dû oui, et que du coup ce qu'ils en font devrait aussi être un dû. Mais ce que tu montres, c'est qu'en fait, effectivement, ça devient très rationnel, entre guillemets, parfois de se faire des plaisirs compulsifs, parce qu'il est possible qu'après, ça aille encore moins bien, quoi. oui, oui, oui. Et non seulement c'est rationnel, mais en plus, il faut bien comprendre que ces plaisirs compulsifs, tout le monde les sent. C'est pas simplement les pauvres. Qui n'a pas un jour de sa vie acheté quelque chose qu'il n'aurait pas dû acheter, qui coûtait beaucoup plus cher? Évidemment, ça va se retrouver aussi chez les plus pauvres. Parce que simplement la, la société dans laquelle on vit attend qu'on fasse ce type d'achat, parce que tout nous s'y destine. Euh, Bien sûr. t'as les ethnographies que j'essaye de synthétiser. Il y en a plusieurs qui montrent que, par exemple, on a des personnes qui se savent pauvres et qui, du tout, ne vont jamais à Sartreville, parce qu'à Sartreville, il y a les magasins, et que si elles voient les magasins, elles vont craquer. Elles le savent, Mmh. mais ça leur demande de se priver à permanence de plein de chances. Ça demande des efforts qui sont extrêmement importants. Alors, évidemment, par moments, certains vont craquer. Certains ne vont pas tenir le choc. Certains vont faire des dépasses qu'ils ne devraient pas faire. Mais lorsqu'on a des revenus suffisants, une dépasse qu'on ne devrait pas faire, évidemment, c'est un pétard. Peut-être que ça nous met un peu à difficulté. Peut-être qu'on va avoir un tout de suite un peu énervé, tapatier une fois. Mais ça ne sera pas plus grave que ça. Mais quand on est pauvre, par contre, ces dépasses mal avisées, elles sont simplement des conséquences plus graves. Et alors, le problème, ce n'est pas la consommation irrationnelle, c'est la pauvreté. C'est ça qui est un problème derrière. Bien sûr. Et si on continue à se centrer sur la consommation et non pas sur la situation de pauvreté, on perd beaucoup de choses. Matthew Desmond, qui aussi, tu as le même bouquin hein, qui s'appelle À froisser à vite expulsion, que j'encourage tout le monde à lire parce que Je vais mettre le euh, lien dans le chat tout de suite. voilà, non seulement il est sociologiquement passionnant, mais en plus sur le plat de l'écriture, voilà, tu parlais au début des livres qui sont agréables à lire, c'est très très bien écrit, c'est C'est juste. presque ça se lit vraiment, tu as au titre, ça se lit comme un roman, là voilà, ça se lit vraiment comme un roman. Un roman pas très très joyeux, hein, parce que c'est quand même sur la pauvreté, les expulsions aux États-Unis, c'est pas un roman pour la plage, mais ça se lit vraiment très bien. Et et tu touches, je sais plus ce que je disais, j'avais perdu le fil. Euh, je voulais Voilà de parler ce que de font passage. les tu allais prendre un autre exemple que prenait Matthew Desmond, je crois et je sais plus sur quoi, pour être honnête. Oui, alors on était sur la reine, Sur les dépenses les- irrationnelles. oui, et non, Mais j'ai de perdu manière mon livre. générale, bah, c'est pas très, très grave parce qu'on peut tirer Oui, un autre fil à partir de ça. Il y a toujours aussi la question de savoir, et ça c'est assez fascinant, hein, ce qui est indispensable ou non, tu vois? Typiquement, ils auraient pas dû acheter ça parce que c'est pas indispensable ou pas utile et donc du coup, en permanence,
une espèce de poids social d'un regard qui est: «Tu devrais acheter des choses utiles». Mais alors du coup, de quoi on parle? C'est quoi ces choses utiles, inutiles? Tu parles à un moment de choses comme le tabac ou l'alcool aussi, qui ont Mmh. énormément aussi de mythes autour de ça, hein. Passent leur temps à boire, passent leur temps à fumer et Ouais. cetera. Je veux bien que tu parles un petit peu plus de ça, si ça te va? Oui, oui, bien sûr. Alors, on se représente pas même de ces. Typiquement, le tabac ou l'alcool, c'est ça. C'était pas ça. Les pauvres, ils ne devraient pas faire ça parce que, effectivement, ça coûte extrêmement cher et ça pèse sur les budgets. Et puis, tiens, on va voir sur le terrain, on raconte les choses, on fait beaucoup de social, on se raconte que les choses sont plus compliquées que ça parce qu'en fait, c'est des biens qui ont de vraies utilités. Le tabac paraît simple, ça, pour utilité, te permettre de s'inscrire dans tes relations de sociabilité. On s'échange les cigarettes. Et si on n'est pas capable de donner un moment donné, ben, on n'ose plus sortir de chez soi. Parce qu'on ne pourra pas rendre ce que l'on a donné au centre. Et on s'isole encore plus. Donc, pour un certain nombre de personnes, maintenir la consommation de tabac, c'est important pour ça. C'est un moyen aussi, quand on est au chômage, qu'on n'a pas forcément d'autres occupations, qu'on est confronté à un temps qui est vide, finalement. Fumer, c'est quelque chose qui occupe. C'est un dernier petit plaisir aussi qu'on s'accorde. Et puis, en termes de représentation de soi, c'est important. Tu as un ouvrage aussi important que je cite beaucoup, tu as le livre qui s'appelle Deux générations de la débine. En fait, c'est une ethnographie de, je crois que c'est Elbeuf, un quartier d'Elbeuf à Normandy. Ce qui est intéressant, c'est que les sociologues ont fait une enquête dans les années 1980, une dans les années 2000, et ils reviennent et donc ils peuvent comparer un peu les évolutions entre les deux. Il y en a un peu, en fait, des évolutions. Et Mmh. ce qui montre, en fait, c'est des familles qui sont très attachées à la consommation de cigarettes et notamment de cigarettes qu'ils s'achètent toussues, c'est-à-dire c'est pas des cigarettes roulées. Parce que les cigarettes roulées, pour eux, c'est les gens qui sont vraiment en difficulté qui les consomment. C'est ceux qui sont vraiment pauvres. Et eux, ils sont juste au-dessus. Mais du tout, c'est très important pour montrer qu'ils sont juste au-dessus, qu'ils ne sont pas encore touchés le fond. C'est important pour eux de continuer à fumer des cigarettes toussues, même si elles sont un peu plus chères, même si c'est un peu plus coûteux, pour des questions d'honneur familial, des questions de représentation de soi par rapport à soi. Voilà, je ne suis pas encore au fond, je peux encore fumer. C'est aussi très, 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 très important. Donc, en fait, ces Mmh. consommations qui sont inutiles, quand on y va de près, elles ne sont pas si inutiles que ça. Il y a un autre exemple, celui-là, je ne l'ai pas mis dans le livre, et pourtant il est intéressant. C'est dans sa bouquin Alice Hoffman qui s'appelle, en français, ça s'appelle L'art de la fuite. Elle analyse un quartier noir de Philadelphie. Alors, c'est pas les quartiers les plus pauvres, c'est pas vraiment le ghetto, mais voilà, c'est plutôt des personnes de classe populaire et il y a surtout beaucoup de problèmes de délinquance, de gang, de violence et surtout de contrôle de la part de la police dans ce quartier-là. Vraiment, de contrôle de police raciste. Et elle étudie notamment un groupe de jeunes chats, de jeunes hommes principalement. Alors, elle en étudie plusieurs groupes. Elle en étudie un, c'est ceux qui veulent rester, ceux qui parviennent à rester hors des problèmes. Et elle dit que voilà, leur motto, leur devise, c'est un peu stay out of trouble, rester loin des problèmes. Et elle montre en fait comment ils font ça. Ils ne sortent pas le soir, volontairement, parce que le soir, ils sont non seulement le risque de se faire agresser par des gangs, mais aussi et surtout de se faire contrôler par la police et que ça tourne mal. Et ils le font en fait avec des consoles de jeu. Et ils utilisent des consoles de jeu, alors ils sont dans deux, ils les connectent sur deux télés, et ils passent leur soirée en fait à jouer aux jeux vidéo entre eux. Et ça leur permet à la fois de maintenir une sociabilité, et une sociabilité qui est sécurisée, puisqu'ils ne sortent pas dans le quartier là où c'est dangereux. Et donc, cette consommation qui pourrait s'appeler irrationnelle, une console de jeu, est-ce que c'est vraiment important finalement? On peut s'en passer de jouer aux jeux vidéo, mais eux, non. Ils ne peuvent pas s'en passer, parce qu'ils sont besoin de sociabilité, ils sont besoin de liens, ils sont besoin de quelque chose qui les occupe et ils sont à l'intérieur. Et donc Mmh. là, la console de jeu, on pourrait se dire c'est inutile, c'est un luxe. Pour eux, c'est un mécanisme presque de survie.
Ouais, Et je pense qu'on gagne à essayer de t'oppratre comme ça. Pour toi, les chats te semblent comme ils te semblent, ils sont de bonnes raisons de le faire, ils sont une logique, ils sont une rationalité. Ça a été sage, t'autré, qu'il faut reconstituer. Et on t'opprera beaucoup mieux ce qui est la pauvreté, ce que sont les difficultés. Je sais, tu as le cas de l'Edsat Alice Kaufman aussi de faire face à un racisme systémique, qu'en ayant tes jugements a priori sur les consommations déjà. bien sûr. Et puis surtout ce que tu dis qui pour moi est fondamental aussi dans le bouquin. Tu dis: «Bon, bah, il y a des consommations qui peuvent être jugées utiles, inutiles et cetera», mais comme toutes les consommations de l'ensemble de la population, en fait. Il y a pas de spécificité de ce que font «les pauvres» entre guillemets de leur argent et je trouve que cette citation, elle est pas mal, page 131. «Bien des consommations jugées scandaleuses chez les classes populaires trouvent leur source dans cette forme d'hédonisme par la contrainte». Ça, j'adore cette expression, hédonisme par la contrainte. Fumer ou boire, jouer ou s'endetter, acheter des produits de luxe ou craquer pour une folie et cetera. Si l'avenir sera de toute façon difficile, est-il irrationnel de souhaiter profiter dans le présent, puisque cela ne changera rien, si ce n'est à la marge aux contraintes futures. Donc là, non seulement, effectivement, on consomme quand on est pauvre de la même manière que le reste de la population, mais on a aussi plus tendance à consommer des choses qui peuvent être perçues comme plus inutiles ou moins utiles dans le temps présent, etc. Parce que la condition même d'être pauvre, c'est un peu comme ça que je l'interprète, rend ces consommations-là plus logiques, quoi. Ça, je trouve que c'est Oui, vraiment hyper intéressant. mais c'est exactement ça. On sait que la pauvreté est attachée à une espérance de vie plus faible. Il y a un écart de 7 années en moyenne d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers. Et si on prend l'espérance de vie à Ponsate, elle est encore plus forte. Ah oui, c'est Et 12 ans pour les hommes, hein, entre les 10% les plus riches et 10% les plus pauvres, c'est énorme, hein. voilà, c'est considérable. Et on sait, en plus, si on travaille comme ouvrier, par exemple, sur tes emplois, on sait qu'ils sont fatigants, qu'ils sont mauvais pour le dos, mauvais pour le corps, qu'ils sont attachés à tes maladies professionnelles. L'avenir, se dire, ah oui, je vais adopter un mode de consommation sain pour pouvoir profiter de ma retraite, c'est juste pas rationnel. Parce que cette retraite, on ne sait pas si elle viendra. On voit plus passer un certain nombre de réformes, hein, de bonnes raisons de se poser des questions. On ne sait pas si on ne sera pas au chômage avant. On ne sait pas si on sera à bonne santé pour en profiter. Finalement, dans un certain nombre de cas, il vaut mieux profiter du présent aujourd'hui plutôt que et ça, cette préférence finalement pour le présent, ce qui m'intéresse, moi, tel bouquin, c'est de montrer, on sait depuis longtemps que c'est une caractéristique des classes populaires, des pauvres, etc. Mais c'est parfois interprété comme étant un trait culturel Et oui. propre à ces classes-là, que les satiristes reproduisent sans trop savoir pourquoi, de fond, parce que voilà, c'est comme ça qu'ils ont été élevés, on a une préférence pour le présent, on se projette peu par l'avenir, ou carrément c'est un match de compétences, on n'est pas capable de se projeter dans le futur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que c'est pas quelque chose qui est hérité de la culture, qui est alors qu'une culture de la pauvreté, c'est quelque chose qui provient de la situation concrète à laquelle on est. C'est quelque chose qui est imposé par la pauvreté. Lorsqu'on ne sait pas quel revenu on aura demain, lorsqu'on ne sait pas si ces revenus seront suffisants, lorsqu'on sait que tes chats ils sont insuffisants aujourd'hui, il vaut mieux profiter rationnellement des choses aujourd'hui plutôt que demain. Il vaut mieux être hédoniste aujourd'hui parce que demain, on n'aura pas l'occasion de l'être. Mmh. Et donc, c'est pas une culture, c'est pas un héritage, c'est pas une disposition psychologique particulière qui font que les chats préfèrent le présent, ne se projettent pas à l'avenir et qui font qu'au final ils sont pauvres. C'est ils sont pauvres, donc ça les conduit à avoir cette préférence pour le présent. Bien sûr. Et la meilleure preuve qu'on en a, c'est que lorsqu'on a mené cette expérimentation, alors soit de revenus universels, soit d'autres dispositifs comparables, ou simplement on verse de l'argent aux personnes sans cotisation. On regarde Thomas Esther Portal, il y en a une, je crois, l'année dernière au Canada. Ben, les résultats montrent que d'un seul coup, les gens se mettent à boire moins, consommer moins de tabac, consommer moins de drogue. D'un seul coup, on peut plus facilement se projeter à l'avenir parce qu'on a les revenus pour le faire. Oui, parce qu'on enlève, du coup, une forte incertitude, hein, tu le dis très bien dans le bouquin. Être Oui, pauvre, ce n'est pas seulement gérer un budget minuscule, c'est aussi bien souvent composer avec un budget incertain. Ça, je trouve que c'est fondamental, hein, parce que
ça donne aussi beaucoup à penser sur, lutter contre la pauvreté. C'est surtout et d'abord, en fait, lutter, tout simplement contre la pauvreté. Ça veut dire pas contre Mmh. des pratiques, qu'on pourrait penser être assimilables à certaines populations, mais simplement le fait que ça produit en permanence une incertitude, quoi. Et ce Mmh. truc-là, c'est enfin moi on en discutera peut-être à la toute fin si ça te va. Je ferai un parallèle avec ce qui se passe pour les entreprises, où aujourd'hui concrètement l'incertitude qui pèse sur les entreprises existe de moins en moins et on prend très au sérieux cette incertitude-là. Par Mmh. contre, pas du tout pour les ménages et notamment les plus précaires. Mais tu dis aussi quelque chose qui est très juste, je trouve. Pour les bas revenus, chaque euro compte parce que chaque euro qui manque coûte cher. Et je trouve que cette phrase-là, elle mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu parce qu'elle est excellente, quoi. Oui, ça vient notamment d'un travail de Anna Perrin-Herretia, qui est spécialiste de la pauvreté, qui a fait de très belles ethnographies sur les ménages pauvres. Et vraiment, pareil, j'encourage tout le monde à aller lire ses travaux. On peut tout aspirer. Et en fait, elle montre elle compare trois ménages qui ont des revenus relativement pauvres qui sont différents de quelques dizaines d'euros. C'est pas grand-chose. Et elle montre qu'en fait, ces quelques dizaines d'euros expliquent des différences de rapport finalement à l'économie, de rapport à la pauvreté, de position sociale qui sont considérablement plus importantes qu'on y passe. Ça explique que l'OTE est plutôt d'aller classe populaire stable et que l'autre est dans la pauvreté. Parce que tu match parfois simplement quelques dizaines d'euros, tu as, le budget et que du coup, cette dizaine d'euros, c'est des petites dizaines d'euros qui match, ça oblige à prendre prêt à la consommation avec des mensualités et des taux d'intérêt importants pour essayer de boucler la chance. Ça va se reproduire sur le long terme. Et ça va enclencher en fait toute une mécanique qui fait qu'on s'affosse encore plus à la pauvreté. Que pour une famille qui dispose juste de quelques dizaines d'euros de plus, ça lui permet d'éviter d'avoir retour auprès de la consommation, d'avoir retour d'avoir à payer tes taux d'intérêt, etc., etc. Donc, Mmh. même sur des sommes faibles, ça peut faire des différences considérables. Euh, et notamment cette question de la stabilité du revenu de ce point de vue-là. Un revenu stable, il vaut peut-être mieux parfois un revenu relativement faible mais stable qu'un revenu variable mais qui peut être parfois plus fort parce que la variabilité va conduire éventuellement à plus de difficultés. Et tenir compte de ça qu'à la définition de la pauvreté aussi, pas simplement regarder, c'est très important de regarder les taux de pauvreté, de regarder les privations matérielles, mais regarder aussi la précarité des personnes. La précarité est une vraie source de pauvreté et la stabilité du revenu est un paramètre extrêmement important à prendre en compte. Bien sûr et ça, c'est vraiment important. En plus, sur cette question de la précarité, on y reviendra peut-être un tout petit peu plus loin. C'est qu'en fait, être précaire quand on enchaîne des CDD de très haut niveau, c'est pas pareil puisqu'on emmène avec soi aussi autre chose que simplement du matériel. On emmène aussi, évidemment, ce qu'on appellerait du capital culturel. On emmène des manières de s'exprimer, des manières de faire, des qualifications, des diplômes. Évidemment, on ne vit pas la même chose quand on est, entre guillemets, «précaire» dans le haut de l'échelle sociale que quand on est en bas, mais ça, si tu veux bien, on en reviendra un tout petit peu après. Peut-être juste reprendre aussi une citation sur, alors il y a un chapitre après qui s'appelle «La pauvreté, c'est la pauvreté». J'insiste beaucoup là-dessus et je trouve que c'est fondamental, hein, de rappeler que, c'est pas autre chose finalement parfois. Faut pas aller chercher entre guillemets des choses beaucoup plus complexes comme des trucs un peu mous comme la culture, comme je sais pas quoi. La pauvreté, c'est la pauvreté et tu dis bien aussi, page 190: «Lorsqu'il est question de consommation et d'usage de l'argent, les pauvres ne sont assurément pas si différents des autres. Ils ont les mêmes désirs, les mêmes ambitions, jusque dans la volonté de s'intégrer, de se distinguer». Là, je trouve que c'est aussi un message fort du livre, hein, c'est qu'il faut arrêter d'aller essayer de chercher dans les comportements individuels, voire collectifs, parce que certaines fois, on pense que les pauvres, c'est un peu une catégorie qui serait homogène et cetera et qu'il y aurait une espèce, voilà, de culture du pauvre, alors qu'en fait pas du tout et quand on regarde concrètement, il y a effectivement, des consommations qui ressemblent, aux autres. J'arrête de parler juste après, mais j'aimerais juste aussi reprendre ça. Tous les préjugés qu'on voit sur les pauvres que tu listes très bien, page 193: «Les pauvres ne veulent ou ne peuvent pas s'intégrer. Les gens qui vivent dans la rue l'ont choisi. Faire la manche, ça rapporte. On peut gagner plus avec le RSA qu'avec le SMIC. Les pauvres s'en sortiraient s'ils savaient mieux gérer un budget. Les pauvres ne veulent pas travailler, ils sont violents. Les enfants pauvres sont moins aptes que les autres à l'école», et cetera, et cetera, et cetera. Sauf que voilà, toutes ces visions dont on parlait sur la pauvreté, tu les as extrêmement bien résumées dans
rien que dans cette page. Est-ce que tu pourrais juste élaborer un peu sur 2 choses? Dire: «La pauvreté, c'est la pauvreté, point». Voilà cette définition et après peut-être l'utilité entre guillemets «publique» de la pauvreté dans les discours notamment politiques qu'on peut avoir entre guillemets «sur les pauvres et la pauvreté». Oui. Alors, la pauvreté sur la pauvreté, c'est un peu là-dessus que j'ai voulu construire le bouquin. Et je sais que ça peut paraître un truisme et qu'on peut se dire parfois, enfin, quand on ne connaît pas les sciences sociales, on va se dire, oui, ben voilà, la conclusion du bouquin, 300 pages pour conclure que la pauvreté, c'est la pauvreté. Ça peut s'appeler un peu décevant. Mais il faut mesurer la quantité d'énergie collective que l'on met à nier que la pauvreté est d'abord une situation de privation économique. On met énormément d'argent. Et ce n'est pas simplement la droite à plus, parce qu'on pourrait avoir une lecture comme ça, qui dit ça, oui, la droite refuse de voir la pauvreté. Et en fait, si on se tourne sur certaines positions plus à gauche, on retrouve aussi des choses comme ça. En fait, de quoi on peut soit des pauvres, ils sont soit accès à la culture, ils sont un peu soit de musées, ils sont un peu soit de choses comme ça. C'est pas forcément un faux à soi, mais ça rate toujours parce que tout le monde en a un peu soif, fondamentalement, mais ça rate totalement le poids. Le premier problème de la pauvreté, c'est la pauvreté, c'est la privation. Et ce que ça signifie, en fait, c'est que la pauvreté est d'abord une condition qui s'impose aux individus. Comme je le disais tout à l'heure, on la passe comme une conséquence. Et du coup, on va aller chercher d'autres chances à la pauvreté. La pauvreté, c'est le match de culture, c'est le match de diplôme, c'est une incapacité à gérer, c'est une part personnelle, c'est plein de choses, mais ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le match d'achat. Et souvent, même la question de l'achat est absente des réflexions sur la pauvreté. On parle de beaucoup de choses sur les pauvres, de leur façon de consommer, de leur capital culturel, de leur accès au diplôme, de plein de choses, et rarement simplement de ce qui leur manque à premier, c'est l'argent. Et voilà, moi, ce que je voulais montrer, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la sociologie nous a dit que la pauvreté est d'abord une condition matérielle telle qu'elle s'approcher des satellites. Et pour moi, c'est tout l'intérêt de faire de la sociologie, nous permettre de nous dire que si on était dans cette situation-là, si on était dans une situation de pauvreté, on consommerait ça tout de la même façon que ce que font les pauvres actuellement. Il n'y a pas de différence entre de ce point de vue-là. Et je pense que la sociologie a bien fait son travail à partir du moment où on se dit ça. Si j'étais à la place de ces personnes-là, je ferais pareil. Parce que ce qui explique leur comportement, c'est la condition, c'est la situation dans laquelle ils se trouvent. Et la situation des pauvres, c'est la pauvreté. Donc, je vais attirer avec cette expression l'attention sur justement cette situation de pauvreté, ce qu'elle signifie. C'est un budget de petite taille, vraiment de petite taille, on n'en a pas toujours conscience. C'est une précarité des revenus, la certitude. C'est la certitude sur l'avenir et c'est ça qui explique les comportements. Si on veut agir dessus, il faut réfléchir dessus. Et tu touches, j'ai oublié quel était le deuxième truc. Le deuxième point, c'est du coup, pour moi, il y a 2 choses qui vont se suivre. Il y a d'abord à quoi, entre guillemets, «servent les pauvres» d'un point de vue social, hein. Ça veut dire, la rhétorique qu'on peut faire autour de ça, la peur du déclassement, et cetera. Il y a quelque chose comme, il y a une utilité publique, entre guillemets, de la pauvreté. Et puis deuxièmement, le truc plus concret, c'est à qui servent concrètement aussi les pauvres et l'argent qu'ils dépensent, le business autour de la pauvreté. C'est 2 choses que tu décris, très bien dans le livre et je pense que ces 2 éléments-là sont, très intéressants. Si tu veux qu'on enchaîne là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, ta livre, j'essaie d'apporter cette question-là, après avoir défini la pauvreté. En fait, la pauvreté, c'est pas un problème économique. Tu as le sens où tu as ce pays comme la France, et on pourrait dire ça toute la même chose à l'échelle de la planète, de façon par un pays, c'est déjà pas mal. On a la capacité économique de faire en sorte que personne ne vive à la pauvreté, que tout le monde doit se nourrir, que tout le monde doit se loger correctement, etc. La richesse existe. Donc pourquoi la pauvreté existe-t-elle? Parce qu'elle est socialement utile. La pauvreté, elle va servir politiquement, comme tu disais, par exemple, un État a une situation non seulement infamante, stigmatisée, mais aussi difficile concrètement, elle va motiver un certain nombre de personnes, on peut dire la sorte des personnes à travailler. Et elle va permettre notamment, elle va notamment motiver un certain nombre de personnes à faire
à occuper tes emplois qui sont mal payés, mal reconnus et mal vus. Lorsqu'on parle, on en parlera peut-être après, lorsqu'on parle du revenu universel et des autres reprochés de ce type-là, une réaction qui revient souvent et qui m'avait interpellé, c'était qu'il y a toujours quelqu'un pour tirer d'accord, mais si on verse un revenu à tout le monde, qui ramassera les poubelles? Effectivement, c'est une bonne question. Qui ramassera les poubelles? Quelqu'un qui sera payé suffisamment bien pour cela, plus que le revenu, un éventuel revenu universel. Il va falloir motiver les chats à le faire autrement qu'à les menacer de la misère. Et c'est valable pour plein d'autres emplois. Donc, il y a une utilité de ce point de vue-là, de la misère. Et moi, ça me continue à parler de l'exploitation, de la misère. Et lorsqu'on parle d'exploitation de la misère, c'est quelque chose c'est une réaction que j'ai souvent vue quand j'ai commencé à parler du livre et que j'ai commencé à parler de ce titre Où va l'argent des pauvres? Pour toute personne aurait répondu on le sait bien, il va dans les poches des riches. Et t'es 1% les plus riches, t'es 10% les plus riches, voilà. Et en fait, c'est pas faux, hein. Effectivement, la pauvreté nourrit un certain nombre d'activités économiques, je vais y revenir. Mais d'autre part, ça nourrit aussi, profite aussi en tant que classe moyenne, classe supérieure, profite aussi, mine de rien, de l'existence de la pauvreté. Si à ce moment, et si pendant les confinements, on a eu des personnes qui étaient disposées à livrer des repas, à prendre le risque, notamment pendant le premier confinement, où l'épidémie se diffusait plus rapidement, on savait moins de choses aussi, à prendre des risques, c'est parce qu'il y avait la menace de la pauvreté derrière. S'il y a des personnes qui sont disponibles pour ces emplois, qui sont à la fois mal payés, mal reconnus et dangereux, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Et on attire un bénéfice aussi, mine de rien, d'avoir quelqu'un qui vient à ta consommateur, d'avoir tes gens qui se livrent à ces activités-là. On devrait payer plus cher sinon, ou se déplacer nous-mêmes. Et il faut poser cette question-là pour se rendre compte que la pauvreté, c'est aussi le résultat d'une forme d'exploitation parce qu'on est finalement satisfait collectivement qu'il y ait une part de pauvreté qui existe pour avoir des personnes disposées à faire ça. C'est Et un c'est pas une argument question. qui est très marxien, hein, c'est celui de Marx aussi sur l'armée industrielle de réserve qu'on retrouve déjà comme Oui. justification du chômage. C'est que le capitalisme a besoin du chômage, en fait, aussi pour rendre acceptable, le reste, quoi, c'est-à-dire l'exploitation et le salariat, en fait, d'une certaine façon. Oui, Il y a oui, non, effectivement c'est le même type d'argument. Mais je pense que ça peut avoir, enfin, on peut y voir des choses extrêmement concrètes. Moi, ce qui m'intéressait dans le bouquin, c'était de prendre cette notion d'exploitation. On en a parfois une perception comme quelque chose d'assez idéologique, assez, voilà, qui se rapporte à une économie politique, une représentation globale de l'économie. En fait, de montrer que c'est des choses extrêmement concrètes. L'exploitation, c'est le livre à Rupert. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. L'exploitation, c'est aussi le travailleur critique. Les intelligences artificielles, ça c'est le sociologue Antonio Casilli qui l'a très bien montré dans son ouvrage Un attentat à les robots. L'intelligence artificielle et plein d'autres services informatiques, du numérique, etc., se reposent entièrement ou à grande partie sur une armée de travailleurs pauvres qui font des tâches comme cliquer sur une image pour reconnaître que là, il y a un panneau, là, il y a un numéro, etc., ce qui après va faire fonctionner votre GPS. Et si ça ne coûte pas si cher de mobiliser ce travail-là, c'est parce que la pauvreté existe. Et non seulement tes droits d'entreprise attirent bénéfices, bien sûr, mais aussi des utilisateurs derrière. Et voilà, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes. Et on peut y rajouter à plus, j'en parle aussi à l'ouvrage, il y a un certain nombre d'entreprises, il y a un certain nombre d'activités qui vivent entièrement de l'exploitation de la pauvreté. Et le business de la pauvreté, j'ai parfois vu l'expression utilisée pour désigner les ONG qui s'occupent de la pauvreté et les associations qui travaillent dessus. Et je pense que ce n'est pas du tout ça. L'association serait très heureuse de ne pas exister et les ONG aussi seraient très heureuses de ne pas exister s'il n'y avait pas de pauvreté. Par contre, des entreprises qui se font une spécialité de vendre des produits très chers à une population très pauvre, ça existe.
En France, ça va être par exemple les crédits à la consommation Eh oui, c'est ce que j'allais qui, dire. Ouais. qui exploitent à la fois les faibles revenus des personnes, parce que c'est un besoin pour boucler les fins de mois, et qui exploitent aussi le match de capital culturel, de capacité à comprendre, tes, tes contrats qui sont extrêmement compliqués. C'est pas un match du type ah les pauvres sont bêtes, c'est que tu regardes les contrats aussi que vraiment c'est compliqué. Mhm. Même des personnes très fortement diplômées ne les comprennent pas et qui exploitent aussi des formes de domination symbolique. Anna Pera Heredia, dont je parlais plus tard, souligne par exemple l'existence d'entreprises qui vont, les ménages populaires, les ménages pauvres, leur vendre alors des connexions Internet, des matelas, de la literie, etc. En faisant intervenir, par exemple, sur la literie, des personnes avec une blouse blanche, parce que d'un seul coup, ils sont l'air de spécialistes, ils sont l'air de médecins, ils parlent bien, ils parlent vite, ils sont pleins d'arguments, et ça conduit un certain nombre de personnes qui sont mal à l'aise à ces situations-là, à ne pas comprendre ce qui leur arrive. C'est une forme d'exploitation. Ouais. Et ce qui est aussi marquant, je pense, c'est moins vrai en France. Enfin, ça existe en France, mais c'est beaucoup plus vrai aux États-Unis. Ça pourrait arriver en France, il ne faut pas attention. C'est Matthew Desmond, dont on parlait tout à l'heure, tu as vu de cette expulsion, il étudie l'expulsion, la pratique de l'expulsion aux États-Unis. Et il montre comment, en fait, pour les propriétaires de logements, l'expulsion est un moyen en fait, de rentabiliser de façon extrêmement importante les logements qui sont. Et il montre même dans son autre article publié à suite à l'American Journal of Sociology que les logements qui sont les plus rentables pour les propriétaires, c'est les totis, c'est les slums, c'est les appartements, c'est les logements de mauvaise qualité. Parce que dès qu'on va avoir un locataire qui va commencer à protester, qui va commencer à se plaindre parce que c'est un mauvais état, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de chante, etc., on l'expulse et on va louer à une autre personne. Et c'est des loyers qui vont parfois couvrir 70, 80, 90% du revenu des personnes. Alors, ce n'est pas énorme, mais comme ça ne coûte presque rien parce qu'on n'a jamais de réparation à faire, en fait, c'est extrêmement rentable. Et là, on est sur de l'exploitation de la pauvreté, qui fait parfois des richesses effectivement importantes, comme celle de Donald Trump, qui fait aussi des richesses plus discrètes, mais néanmoins notables. En France, on a des marchés de sommeil comme ça aussi. Ça existe, c'est l'exploitation de la misère, très clairement. On a moins le problème qu'aux États-Unis parce qu'on a un parc public plus important et des choses comme ça. Mais on a toujours aussi la tentation de libéraliser au maximum le marché du logement. Et on devrait très sérieusement se poser la question de savoir si c'est une si bonne idée que ça. Ouais, non, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, ce que tu décris dans le bouquin sur le logement, sur les banques, les agios qui sont payés, etc., en fait, c'est évidemment aussi une double peine, ça, hein, puisque du coup, celles et ceux qui payent les agios sont aussi celles et ceux qui sont en position de devoir en payer. Donc, du coup, ce sont les plus pauvres, celles et ceux qui peuvent Ouais. avoir des problèmes à un moment donné, etc. Ça, c'est quand même c'est assez ahurissant, hein, d'un certain point de vue. Et ce que tu dis bien sur le repoussoir aussi est très bien, quoi. La pauvreté n'agit pas seulement sur les pauvres, elle constitue aussi une menace pour ceux qui, sans être dans la misère, craignent d'y tomber. Ça, c'est effectivement extrêmement important. Objectivement, socialement, cette figure Ouais. du coup du déclassement, c'est quelque chose qui peut parler beaucoup, quoi. Donc Ouais. ça m'amène beaucoup de, beaucoup de réflexions. Et je te laisse la parole si tu veux peut-être rebondir là-dessus. Oui, ben, là-dessus, il me semble qu'il y a d'une façon générale une utilisation de cette figure tu t'es classé, de la peur tu t'es classement, de la chute de la misère, qui est utilisée à la fois pour motiver un certain nombre de travailleurs, mais aussi pour motiver aussi au plat politique. C'est tes ressorts, tes votes populistes, de dire voilà, vous avez peur de chuter, nous on va vous protéger, les autres vont vous laisser tomber. Il y a aussi une exploitation politique de la peur de la misère qui souvent, si on regarde bien, c'est plus efficace peut-être électoralement actuellement d'exploiter la peur de la chute à la misère que de mobiliser les pauvres. Euh, on a finalement, quand on réfléchit aux sommes politiques, aux représentants politiques qui porteraient
à l'Assemblée nationale, tu as les SASTAS, tu as le TEPA public ailleurs, la voix, t'es pauvre, la voix, t'es précaire. Il y en a assez peu, en fait. Il y en a assez peu. Hmm. Par contre, s'il s'agit de porter la voix des personnes qui ont peur de tomber à la pauvreté, il y en a un peu plus. Et je pense que sur le plan des équilibres politiques, c'est pas inintéressant aussi de se poser la question de à quoi sert la pauvreté et à qui elle sert. Ah ouais. C'est vachement intéressant aussi ce que tu dis sur à qui sert la pauvreté. Je vais mettre dans le chat, il y a un article dans Libération d'Anne-Laure Delatte, économiste qui a beaucoup travaillé elle, sur les questions de macro internationales, mais qui se pose la question du coup, l'épargne des très riches, à quoi elle sert, et particulièrement aux États-Unis. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, elle sert massivement, et elle a servi massivement à financer du coup l'endettement des plus pauvres. Et là, on voit aussi à quel point on marche complètement sur la tête, quoi. Et ça passe alors pas directement, ça passe par, l'intermédiation, bancaire, financière, par des produits complexes et par aussi les multinationales qui elles-mêmes, en fait, achètent des produits financiers qui servent notamment à financer l'endettement des plus pauvres. C'est assez dingue, hein. Donc, oui, il y a quelqu'un dans le chat qui disait: «Finalement, la pauvreté, c'est rentable». Bah, effectivement, quoi, il y a vraiment quelque chose, à creuser là-dessus. Je mets tout de suite, Oui, hop. c'est extrêmement rentable parce que ça permet de votre effectivement, par exemple, des prêts, des taux extrêmement élevés. Il y a une vraie industrie financière là-dessus qui s'est faite. Les subprimes, c'était ça. Hein. C'était Complètement. l'endettement des plus pauvres. Et ce qui a permis, en plus, dans le cas des subprimes, de la crise des subprimes, de la crise de 2008, ce qui a permis, en plus, de s'imposer une espèce de narration de cette crise où, finalement, c'est les sapétis délirants, des plus pauvres qui voulaient, des classes populaires américaines qui voulaient vivre au-dessus de leur moyenne, qui ont provoqué la crise. T'as Oui, le c'est ça, film, ce sera encore la faute des pauvres. voilà, t'as le film, ce Short, qui est très bien par ailleurs sur Plate Plat pour Mmh. expliquer la crise, les héros, les protagonistes. Pas si c'était héros, on va dire protagonistes. Les protagonistes de l'histoire se racontent que le système fonctionne mal, et qu'il va sécuriser, qu'il voit qu'il y a une stripteaseuse qui a acheté plusieurs logements. Ils sont peu de voir une travailleuse qui est une voilà, stripteaseuse, une des positions les plus méprisées qui soit, qui vit entre guillemets au-dessus de ses moyens pour se raconter qu'il y a un problème. Par contre, le fait qu'il y ait toute l'industrie financière derrière qui ait permis ça, ça n'avait pas mis la puce à l'oreille. Et C'est où est ça. le problème, en fait? Est-ce que c'est les pauvres qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, euh, qui ne veulent pas finalement se contenter de la pauvreté, qui veulent finalement s'en sortir? Ou est-ce que c'est une industrie qui exploite ce désir légitime avec des miroirs aux salouettes et à sachant qu'elle sera rattrapée si jamais elle chute? Ouais. Ah ouais, complètement. C'est vraiment intéressant. Si ça te va, peut-être dans les 20, on arrête à 17h, hein, si j'ai pas de bêtises, je crois que tu dois partir à Ouais, 17h. ouais, On va ouais, peut-être, c'est ça. parler un peu du coup des pistes, des réflexions, de la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, on va pas faire notre plan pour le monde comme ça. Je vais quand même donner deux-trois chiffres avant qu'on commence parce que je sais qu'il y a une discussion sur le revenu universel dans le débat public, mais toi, tu en parles aussi dans le bouquin. Juste un chiffre pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, les montants dont on parle. Si Mhm. simplement on voulait faire en sorte qu'il y ait plus personne, au sens statistique du terme, qui soit pauvre, c'est-à-dire qui soit sous le seuil de pauvreté, il faudrait qu'on fasse passer en gros le RSA à 800 € par unité de consommation, d'accord? C'est un peu ça, il y a des calculs un peu savants derrière, complétés par les APL. Ça fait que mécaniquement, les ménages passent au-dessus de les 1072 €, qui est un peu le seuil de pauvreté officiel, hein, à 60% de ce qu'on appelle la médiane. Ça coûterait à peu près 1% du PIB. Donc c'est grosso modo ce que nous coûte le CICE qui a été transformé en baisse de cotisation pérenne à peu près entre 15 et 20 milliards par an. Enfin, pardon, un peu plus de 20, entre 20 et 25 milliards d'euros par an. Mais ça, c'est le coût brut. Ça veut dire qu'on oublie que si on augmente les revenus des plus pauvres, ils vont consommer une partie extrêmement importante de ces revenus, ce qui contribuera à augmenter aussi la richesse, ce qui contribuera à faire augmenter les recettes fiscales. Et donc le coût net de ce passage-là à 1072 €, il est estimé à entre 5 et 10 milliards d'euros. C'est absolument ridicule. À titre de Ouais. comparaison, la baisse des impôts de production décidée pour cette année, c'est 10 milliards d'euros. Vous voyez, qu'il y a une volonté politique, on peut faire quelque chose de très simple qui est donner de l'argent aux plus pauvres. Et du coup, peut-être que maintenant, on peut discuter de la vision aussi que tu as eue dans le bouquin, des solutions, etc. Oui, alors, moi, mon but n'était pas de proposer une solution, de faire Ah, bien sûr. un plat à la main.
mon propos est à la fois de présenter tes savoirs sociologiques et de les mettre à disposition. Mais en ayant tout ça, je ne sais pas, au sociologue, finalement, de te citer après ce qu'il faut faire, et d'abord d'essayer si on peut servir à quelque chose, c'est d'abord à pointer où sont les problèmes, à pointer ce que l'on peut faire, et par là, comme le disait Weber, ce que l'on peut faire et peut-être ce que l'on veut faire à partir du moment où on décide quel objectif on doit avoir. Et pour moi, le premier problème, quelque part, comme tu l'as dit, c'est possible de régler le problème de la pauvreté. C'est de faire en sorte que personne ne soit pauvre. Le premier problème qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on veut vraiment ça. Et est-ce qu'on veut vraiment ça? C'est que la thématique la thématique politique de l'annihilation de la pauvreté, de la disparition de la pauvreté, qui a été importante à une époque, a disparu, en fait, des objectifs politiques. Et plus proposé comme un objectif politique par personne. Et il faudrait peut-être déjà, comme première condition, retrouver cette volonté-là, la remettre à place et se souvenir que oui, c'est possible et que d'autre part, et tout, il faut le faire. C'est pour ça que j'essaie de pointer que la pauvreté est un problème politique beaucoup plus qu'un problème économique. Ensuite, j'ai quand même, parce qu'on ne peut pas tout à fait tourner autour de ces questions-là sans jamais se confronter à la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, j'ai essayé de consacrer un chapitre à cette question-là, moins pour essayer justement de dire, voilà, plate la main pour régler la pauvreté, tu comprends quelle est la nature du problème. Ce qui ressort néanmoins d'un certain nombre de travaux, c'est que lorsqu'on donne de l'argent aux pauvres, ça améliore leur situation individuellement, ça la ressort, ça l'améliore de plein de façons. Ils consomment mieux, ils consomment des choses qui sont meilleures pour leur santé, qu'eux-mêmes considèrent comme meilleures pour leur santé. Ils peuvent se lasser de tes opérations économiques qui étaient insaisissables pour eux jusqu'à après ça. Ils peuvent créer un petit commerce, ils peuvent suivre une formation, faire des études, etc. Et ça va souvent être la clé de la sortie de la pauvreté. En fait, il faut se reconstituer l'idée de trappe à pauvreté, qui est toute cette idée que si on donne trop d'argent aux pauvres, ils vont rester pauvres. En fait, la trappe à pauvreté, elle marche à l'autre sens. C'est que les pauvres n'ont pas assez d'argent, qu'ils vont rester pauvres. Si on veut sortir de la pauvreté, il faut déjà avoir une certaine quantité d'argent, de revenus, de moyens. C'est l'idée qu'il y a finalement derrière le microcrédit, hein, qui a été utilisé avec un certain succès dans les pays à urbain, on rend accessible aux personnes l'argent, ici avec un système de remboursement à taux très très faible ou à taux zéro, mais quand même, qui va leur permettre de construire quelque chose, de constituer un capital et éventuellement d'améliorer leur situation. Bon, par là, il était inévitable pour moi à un moment donné de au moins tirer en compte la question du revenu universel qui a été mise sur le devant de la scène politico-médiatique assez récemment, qui reste. Mon objectif, tel que ce n'est pas une défense du revenu universel. Hein. J'utilise plutôt la thématique du revenu universel, les réactions qu'il provoque, pour essayer de poser des questions sur ce que signifie la pauvreté. J'utilise plutôt pour dire, imaginons un monde sans pauvreté. C'est possible de l'imaginer. C'est parfaitement possible de l'imaginer. Le revenu universel est praticable. Il permettrait de supprimer la pauvreté. Pourquoi on ne le fait pas alors? Eh bien, c'est parce que derrière, on a un motif politique à l'existence de la pauvreté. On a des conceptions morales qui nous disent ah oui, mais si les gens sont payés à ne rien faire, c'est pas bien. On a aussi une représentation derrière très particulière du travail. C'est-à-dire le travail, ça doit être une opération productive au sens de la comptabilité nationale. Une personne qui se consacre au travail domestique, qui élève ses enfants, par exemple, n'est pas considérée comme productive de ce genre-là. Et si elle touchait le revenu universel, on lui dirait ah ben, elle est payée à ne rien faire. Et pourtant,
toutes les personnes qui ont été sa face savent que c'est quand même un travail à soi et que ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et donc, moi, la proposition du revenu universel me semble intéressante pour ça, pour se dire, pour poser la question poser la question de qu'est-ce que tu considères comme un travail, qu'est-ce que tu considères comme une juste rémunération, qu'est-ce que tu considères comme devant être fait, qu'est-ce que tu considères comme de l'exploitation. C'est pour ça que la proposition me semble intéressante. C'est à partir de réflexions là-dessus qu'on pourra éventuellement, qu'on pourra définir aussi une stratégie pour en sortir. Le revenu universel, on le sait, il pose beaucoup de problèmes. Il s'accommode très très bien. C'est pour ça que l'équivalent avait été effectué par Milton Friedman. Hein. Il s'accommode très très bien d'inégalités excessivement importantes. Une fois qu'on a mis tout le monde au même niveau, après, si certains énormément plus, c'est possible. Il pose des questions de comment on le met en place, surtout. Est-ce qu'il vient remplacer toutes les aides qui existent? C'est pas forcément une bonne chose parce que par exemple, les personnes qui touchent des aides en tant que personnes handicapées, si on leur donne le même revenu qu'à tout le monde, eh ben, elles ne sont toujours pas dans une situation auquel elles sont parce qu'elles ne sont pas accès forcément à tous les emplois, elles ne sont pas accès à l'emploi, ou elles ne sont pas accès à tous les logements parce que tous les logements ne sont pas adaptés aux personnes handicapées, etc. Donc, elles sont de toute façon en marge de choix. Donc, il y a des situations particulières sur lesquelles il faut réfléchir. Il faut peut-être essayer d'intégrer ce revenu universel, des dispositifs d'assurance et d'assistance publique, des chèques d'assistance sans totalement les remplacer. Donc, il y a beaucoup de questions là-dessus, sur lesquelles je n'ai pas la réponse, sur lesquelles il me semble qu'il faudrait des débats politiques importants, des débats démocratiques importants. Mais la proposition me semble au moins intéressante pour ce qu'elle remet en cause de nos préjugés, de nos conceptions du travail, de l'exploitation et de la pauvreté. Non, non, mais au moins ça contribue à ouvrir des perspectives et à poser Voilà. les questions. Je pense que c'est notre rôle, entre guillemets, je parle collectivement, les chercheurs, profs, et cetera, peu importe. Mhm. À mon avis, notre boulot, c'est ça, pas de prescrire, mais d'ouvrir des voies et des portes et ensuite, c'est toujours la discussion collective, hein. Fait Voilà. qu'on je prends une porte ou pas, mais il y a quand même un truc qui, moi, je trouve extrêmement intéressant. Alors moi, j'ai mes réserves à titre personnel sur le revenu universel, mais pour tout un tas de raisons, c'est pas le lieu d'en débattre tout de suite. Mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose, au moins, que tu dis dans le bouquin et que je trouve est extrêmement fort politiquement. Tu parles de la puissance de la liquidité. Donc on rappelle, la liquidité, c'est la capacité à avoir de la monnaie, concrètement, c'est ça. Mhm. Avoir de la monnaie, c'est être liquide. La monnaie étant l'actif le plus liquide, hein, c'est accepté par tout le monde. Ouais. Et il y a vraiment ce que tu dis. Dans certains cas, il suffirait que la banque n'applique pas immédiatement des pénalités, qu'elle laisse un peu de facilité de caisse Ouais. pour que des ménages entiers stabilisent leur situation. Et ce qui est marrant, c'est exactement ce qu'on fait avec les entreprises aujourd'hui. Et c'est assez hallucinant de se dire, alors, pour un coût qui est 10 fois, voire 50 fois plus élevé que ce que ce serait pour les ménages les plus en difficulté. Et donc, pour moi, les ménages les plus précaires, et c'est pas que pour moi, pour le coup, c'est assez partagé, sont les plus oubliés, complètement les oubliés de cette crise. Et alors qu'en Ouais. fait, il suffirait de pas grand-chose d'un point de vue financier pour stabiliser leur situation et faire en sorte qu'on n'ait pas des pertes dans les années à Mhm. venir qui soient beaucoup plus grandes, quoi. Ça me paraît vraiment impressionnant. Oui, comme on le disait tout à l'heure, parfois les choses se jouent à quelques dizaines d'euros. Parfois les choses se jouent à payer une facture le mois prochain plutôt que ce mois-ci. Ça ne permettra pas forcément de sortir de la pauvreté, mais ça évitera peut-être d'y tomber encore plus. Et ça ne serait pas un effort si important que ça, euh, politiquement, économiquement, tout cela. Parfois, simplement chercher des règles pour permettre l'accès à la liquidité, pour permettre des facilités de caisse plus importantes à les banques ou des choses comme ça, permettrait de desserrer un certain nombre de choses. Ça ne réglerait pas en soi le problème de la pauvreté, ça, il y en aura toujours, parce que les récents politiques qu'on a évoqués auparavant méritent aussi une réponse à soi. Mais desserrer un peu ça, déjà, ça aiderait un peu les personnes. Et ces petites mesures, elles me semblent importantes, effectivement, elles sont complètement oubliées. Hmm. Ouais, bah écoute, ça amène beaucoup de réflexions, c'est très riche. Alors je regarde juste dans les 10 petites minutes qui nous restent s'il y a des questions de notre chat, évidemment. Et ensuite, on te libérera, comme on dit, et on te remerciera chaleureusement parce que moi personnellement, j'ai pas vu le temps passer, donc je savais plus.
Si ça avait pu continuer, ça aurait été fantastique. Alors évidemment, le usual suspect est là. Quel est ton avis sur les travaux de Bernard Friot sur le salaire à vie? Si tu as un avis en quelques minutes, je suis pas sûr que ce soit facile, mais Alors, je n'ai pas lu le Bernard Friot sur cette question-là. J'ai lu tes contrats-tu dessus, tes dépenses, comparer ça au revenu universel. Donc, je pense pas pouvoir donner un avis alternatif. Ça m'a l'air intéressant, comme l'est le revenu universel, pour ce que ça permet d'interroger sur le fonctionnement de notre économie. Moi, comme je t'ai dit, j'ai parlé, tu as le livre du revenu universel, presque plus pour les réactions qu'il suscite que pour la proposition en elle-même. mmh, C'est quelque chose que j'ai fait aussi à la classe. Tu as une classe de terminale, on présente l'idée de revenu universel, on a tout de suite des réactions intéressantes de la part des élèves. Et ça permet de les amener à réfléchir un peu sur les présupposés que l'on a sur le fonctionnement de l'économie. Le salaire à vie, ça me semble un peu la même chose de ce point de vue-là. Savoir si c'est mieux ou moins pire que le revenu universel, je vais réserver mon jugement à tes lectures plus approfondies. voilà une bonne manière de répondre. Ça paraît très bien. Un revenu universel ne dit pas une fausse alors tu vois, c'est marrant parce que dans c'est toujours ça en fait qui cristallise, hein, tu vois? Toujours Mhm. les enfin moi ça m'intéresse aussi que ce soit vraiment en tout cas il y a une volonté d'en discuter de ces thématiques-là et cetera. Un revenu universel n'est-il pas une fausse bonne idée si celui-ci n'est pas amené à une production locale plus importante? Bon, c'est pas facile comme question. Si tu veux, si si ça te paraît trop compliqué, tu me dis parce que moi certaines, j'avoue que je en tout cas y répondre à la volée, c'est trop compliqué parfois. Ça me semble difficile. Ce qui est vrai, c'est que ça peut pas faire. Enfin, comment dire, je pense qu'il faut se poser la question là-dessus toujours que quel est l'objectif et de pourquoi on fait les choses. Euh, S'il s'agit de réorienter la consommation vers une production locale, notamment qui soit moins polluante, ou s'il s'agit de relancer l'économie nationale et de réduire le chômage en France, ça me semble des objectifs qui sont tout à fait honorables d'un côté de l'autre. On ne peut pas te maintenir un outil de politique économique de tout faire. C'est ce qu'on fait dans un certain nombre de cas et généralement, ça conduit à des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Utiliser la police pour régler, par exemple, des problèmes liés à la pauvreté ou à l'absence de logement, généralement, ce n'est pas super. Utiliser les aides sociales pour contrôler les consommations des plus pauvres, ça existe. Hein, tu as des formes presque caricaturales. Aux États-Unis, certains États distribuent les revenus d'assistance sous forme de food stamp, donc, qui ne peuvent être utilisés que pour de la nourriture. Et certains États ont exclu les poissons sucrés, les steaks, les cookies, les biscuits, parce que c'est mauvais pour la santé. Généralement, on enlève des possibilités aux satellites et on ne fait pas grand chose de plus. L'objectif de clôturer les chats à consommer mieux et de consommer plus localement, il est honorable, il mérite d'être poursuivi, mais avec des dispositifs particuliers, ça tout. Et lutter contre la pauvreté, c'est évidemment un objectif honorable et ça demande des dispositifs particuliers. Est-ce qu'on n'a pas tendance à atteindre un certain nombre de dispositifs? C'est vrai pour le revenu universel, c'est vrai pour le salaire à vie, ça tout. Je lis plus dessus, mais ça ne m'étonnerait pas. Est-ce qu'on n'a pas tendance parfois d'en atteindre un peu trop? Il n'y a pas de solution miracle à tous les problèmes. Il y a des solutions à différents problèmes. Si on arrivait déjà à les identifier, ça serait pas mal. Ou Écoute, c'est alors, on peut se dire qu'on attache juste la révolution et que la révolution tout changera et on vivra mieux. C'est un type de réflexion qui me semble tout à fait honorable. Simplement, ce n'est pas la perspective dans laquelle je me place, moi. bah, écoute, c'est une bonne manière. Alors j'ai une dernière question un peu sous forme de blague pour je te laisserai ne pas y répondre. Est-ce que tu as une opinion sur l'identité civile de Batman? Il me semble clair que Batman est un collectif de prolétaires qui ont décidé de reprendre la ville à main, mais moi, la vraie question que je pose, c'est l'identité du Joker, et je pense sérieusement que c'est Bruce Wayne.
Ça comme me ça. paraît très clair. Alors si ça te va pour conclure, je vais utiliser la conclusion de ton bouquin que je trouve, extrêmement claire. Il ne s'agit pas tellement de porter sur la pauvreté un regard bienveillant et compassionnel, mais bien de saisir la logique propre, les déterminants et les contextes des actions des pauvres. Ce faisant, on leur restitue une humanité qui trop souvent leur est niée. Les pauvres sont comme tout le monde, et les plus fortunés seraient comme eux s'ils n'avaient pas d'argent. Si la stigmatisation participe de la pauvreté, si elle conduit à entretenir leur situation, alors ce simple changement de regard que permet la sociologie est déjà un moyen de lutter contre la pauvreté. Si ce livre, et du coup ce live aussi, ont contribué à un tel changement de regard chez le lecteur ou l'auditeur, alors il valait peut-être bien 1 heure de peine. Et je trouve qu'on ne pourrait pas faire meilleure conclusion que ça. Donc du Merci. coup, on va te remercier très chaleureusement. Je vois que dans le chat, tout le monde dit bravo, merci, etc. Donc Merci. c'était extrêmement clair. Beaucoup de choses sur lesquelles on pourra retravailler derrière nous sur ce stream à partir de ton bouquin, des idées qu'il y a dedans, des éléments que tu soulèves, etc. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous, de ton temps, et puis de Merci. la clarté Merci de de ton m'avoir boulot. invité. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble très très vite. J'espère aussi. Eh ben écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée, cher Denis, Merci. et À puis à toi très aussi. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. C'était vachement sympa, non? Eh ben écoutez, n'hésitez pas si ça vous a plu, n'oubliez pas de cotiser à la chaîne en sub. On approche les 50 subs, c'est magnifique. Vous pouvez suivre la chaîne si ça vous plaît. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, vous pouvez aussi suivre Denis sur Twitter, ça s'appelle, son nom c'est Denis Colombi, mais je crois que son pseudo, Twitter c'est, 1 heure de peine. Je vais vous le mettre tout de suite, Denis Colombi. C'était hyper intéressant, il a vraiment joué le jeu, c'était très clair. Donc je le remercie très fortement et je vous remercie vous aussi d'avoir été si nombreux et nombreuses, présents et présentes pendant ce live. J'espère que ça vous a intéressé. Vous avez passé 1 heure et demie agréable en notre compagnie. Quelle chaîne incroyable. Oh, Paul Bismuth, tu es trop sympa. On approche aussi très doucement du partenariat Twitch, hein. Je crois qu'il nous manque juste, il faut juste qu'on soit 75 à peu près en moyenne. Donc maintenant, petit à petit, on va s'en rapprocher. On va aussi avoir, nouvelle de la chaîne, du coup, un nouvel overlay, donc tous les machins qu'on a ici, là. Enfin, tout nouveau, tout beau, avec le travail d'un graphiste très, très gentil, avec lequel j'ai essayé de travailler. Les prochains rendez-vous, donc, on a effectivement Aurélie Trouvé. Attendez, mince, agenda, tant pis. Aurélie Trouvé le 8 mars pour parler urgence sociale, urgence environnementale, etc. Super intéressant. Parler aussi politique agricole. Les spécialistes des questions agricoles, elle est passionnante, donc ce sera génial. On aura donc les replays, vous pouvez les retrouver pendant 15 jours sur Twitch et ensuite c'est sur YouTube, je les poste régulièrement et puis, donc le 8 mars, Aurélie Trouvé et puis ensuite attendez parce que je vais vous mettre il y a le programme sur le Discord. Il y a quelqu'un qui s'est, rajouté sur le Discord, enfin sur le Discord, non, sur le pardon, sur le programme, c'est monsieur Mickaël Zemmour, économiste spécialiste de la pauvreté qui sera avec nous le 19 avril. Donc je vous redonne les dates. On a le 5 mars, avant le 8 d'ailleurs, vendredi 5 mars, Inégalité femmes-hommes avec Rachel Silvera, économiste féministe, qui est spécialiste des questions du coup d'égalité femmes-hommes. Elle a créé un laboratoire sur ces histoires-là. Zemmour, c'est pas Éric Zemmour, hein, c'est Mickaël Zemmour, qu'on soit bien d'accord. Donc le 8 mars, on a Aurélie Trouvé, urgence sociale, urgence environnementale avec Aurélie Trouvé. Le 15 mars, on a Comprendre la monnaie avec Jézabel Coupé-Soubiran, qui va nous faire quelque chose d'extrêmement pédagogique et didactique justement sur la monnaie. Ça va être super, je pense que ça va être très, très intéressant. Le 31 mars, on a, Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les banques depuis 2008? Voilà, régulation bancaire et cetera avec Laurence Sialom qui est la spécialiste, hein, du secteur bancaire, en France. Et le 12 avril, donc du coup, on a les bases de Marx avec Cédric Durand. Ça va être super aussi. Le 19 avril, on a Mickaël Zemmour, qui va venir du coup nous parler de protection sociale, sécurité sociale. Il est économiste et spécialiste de ces questions-là. Et enfin, le 3 mai, on a Maxime Quichou, qui vient nous parler de l'ESS et du mouvement coopératif. Une perspective un peu historique. Ça va être aussi très intéressant, ça pose beaucoup de questions. Voilà, il y aura certainement d'autres choses qui vont se rajouter. Alors, mes streams, du coup, en général, c'est à 18h30. Je bosse la journée. Mais aujourd'hui, Denis ne pouvait pas, du coup, être présent à 18h30. Donc, j'ai posé une petite RTT pour faire ce stream de l'après-midi. Je voulais pas rater
l'opportunité de parler avec lui. Mais sinon, l'horaire classique des streams, c'est 18h30 et c'est le lundi, mercredi, vendredi. Je vous mettrai le planning chaque semaine du coup de ce qu'on va discuter. En général, le lundi, on a des invités, mais ce sera pas tout le temps parce que j'ai des fois du boulot le soir le lundi. Le mercredi, on a un point un peu spécial, donc là, on parlera bientôt des classes sociales notamment. Et le vendredi, revue de presse et revue de l'actu éco. Et en général, quand j'ai trop de boulot, je fais aussi de l'actu éco le mercredi. Mais dans tous les cas, ça amène du débat, etc. Voilà, mes chers amis. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Et puis, on se retrouve du coup mercredi maintenant. Ça roule? Une musique pour la fin. Donc, vous puissiez vous dire au revoir collectivement et me dire au revoir si vous le voulez bien. Et on se retrouve mercredi pour un prochain stream. Merci toujours de votre fidélité, de votre intérêt et on continue à bosser. Des gros bisous, bonne soirée à vous et à mercredi. Ciao.